Donc je vais faire part de cette expérience en décrivant un petit peu ce qui s'est passé, la situation, et puis ensuite, c'est l'objet de l'exercice, voir tout ce que l'on peut améliorer, les enseignements que l'on peut tirer. C'est ça qui est en général le plus enrichissant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur l'Orge? Alors c'est vrai que je n'ai pas présenté de carte présentant la situation géographique de l'Orge. C'est un affluent rive gauche de la Seine, qui passe en Essonne et qui traverse les villes que vous connaissez peut-être, Arpajon, Sainte-Geneviève-des-Bois, Savigny-sur-Orge, Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons. Voilà. La confluence est à Athis-Mons pour un bras et un autre bras à Viry-Châtillon, confluence avec la Seine. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce début juin? Nous avons eu donc une crue d'occurrence environ 30 ans. Et ça, c'est après relecture des services, on en a parlé à l'instant, de prévision de crue, après des mesures pendant l'événement sur l'Orge qui ont recalé complètement la crue. Donc il y a eu une distorsion en fait là aussi dans la communication ou même dans l'organisation interne de nos services, parce que nous, quand l'eau montait, nous étions dans notre esprit sur une crue plutôt d'occurrence 50 ans, supérieure à 50 ans. Or, après recalage des courbes de tarage, c'est une crue tout à fait modeste. Je dis ça malgré les événements et les difficultés de gestion sur le terrain, mais par respect aussi par d'autres confrères qui vont présenter les crues sur l'Yerre ou sur l'Yvette, où les choses ont été beaucoup plus complexes et fortes. Alors, nous avons eu aussi, je peux vous parler de quelques seuils, c'est-à-dire nous avons eu un phénomène d'alerte. Alors, je n'ai pas la souris, si j'ai la souris là. L'Orge monte très vite, hein, c'est une rivière urbaine qui a beaucoup de ruissellement urbain. Au niveau des plateaux agricoles, c'est très drainé, donc ça peut aller très très vite. Quand on a un orage, en général, on passe de 2 mètres cubes à 30 mètres cubes en 4 heures. Donc on a beaucoup de difficultés à réagir rapidement et à mobiliser l'ensemble des acteurs. Donc là, finalement, au cours du lundi 30 mai, c'était le fameux lundi où il a plu beaucoup, l'Orge est montée considérablement, mais à des vitesses que l'on avait un peu l'habitude de voir. Et ça s'est stabilisé le mardi autour de ces 30 mètres cubes. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a un orage un peu important, une pluie un peu longue d'hiver, on atteint ces 30 mètres cubes. C'est un peu le débit plein bord de l'Orge, ça commence à lécher ici ou là dans les zones inondables. Et au cours du mardi, il y a une légère décrue qui est passée, et donc on commençait à décompresser, et puis c'est reparti de plus belle. Alors on n'a pas de système de prévision en temps réel, donc nous avons été en quelque sorte surpris, parce que nous avons bien quelques débits amont, assez éloignés de notre territoire. On a des débits sur notre territoire, mais en amont, c'est plus, ils sont moins nombreux, moins bien répartis. Et c'est pas parce qu'on a une onde de crue en amont qui se développe, on va voir après quelques courbes, que l'impact sur l'aval est conséquent. Donc finalement, chaque centimètre et décimètre de crue d'eau qui sont apparus après au cours des journées à venir, le mercredi et le jeudi, on était à chaque fois un peu plus surpris. Pourquoi aussi il y a une telle divergence entre le nouveau calage et les anciennes courbes de tarage? C'est parce que nous n'avons pas connu de crue de cette ampleur, et de mémoire d'homme sur l'Orge, il n'y a pas eu de crue de cette ampleur. Nous avons vécu nous 2 événements assez importants en 99-2001, qui était plutôt une crue du coup recalée, une crue à peine 20 ans. Nous avons une grosse crue en 78 qui était également 20 ans, qui a permis de faire un premier péri à l'époque. Et nous avons eu une crue de mémoire connue par les anciens de 1955, qui était aussi une crue 20 ans. Donc on n'a pas de crue 100 ans déjà, d'une part, et cette crue-là subie était quand même plus forte que les précédentes. Alors, une petite remarque que j'ai inscrite en rouge. Les conséquences de cette crue sont comparables, c'est-à-dire que les zones inondées et les maisons et habitations inondées sont à peu près du même nombre, et la zone d'expansion est comparable aux crues connues, donc 99, 2001, 78, alors que le débit est quand même un cran au-dessus, il y a 10 mètres cubes de plus pratiquement.
Donc ça veut dire que ça s'est bien passé pour nous. Ça veut dire que ça s'est bien passé pour nous et que la débitance générale de l'orge est plus favorable. On ne se l'explique pas complètement, mais on a quelques indices. Nous avons une politique forte de retrait de clapets, donc il y a un certain nombre de freins, de mini-seuils, parce que les clapets ils s'abaissent au cours des crues, mais néanmoins il y a l'infrastructure bétonnée qui fait toujours un peu frein. Nous avons fait des gros travaux sur une berge juste l'année dernière, et il se trouve qu'à l'occasion de ces travaux, on a supprimé un pont, le pont du lycée Corot, qui faisait un vrai frein hydraulique et qui était très visible sur les modèles hydrauliques. Donc un certain nombre de travaux sur les berges qui a agrandi en fait la débitance du lit mineur. Donc des éléments comme ça qui nous font croire qu'il y a un certain nombre d'éléments nouveaux qui ont permis une meilleure débitance de l'orge aval. Alors, je fais quelques comparaisons de courbes parce que c'est ça qui est très important sur les conséquences finales de la crue. Nous avons donc en noir la crue de l'Orge. Hein. On a mis pour mémoire la crue de la Seine en bleu là, qui monte en haut. Là. Donc en noir la crue de l'Orge avec le pic le 2 juin au matin, c'était le jeudi matin. Et nous avons eu des courbes de débit qui venaient de l'amont qui sont passées en décalage, donc plus tôt. La Rémarde ici à Saint-Cyr et l'Yvette qui a eu donc de gros soucis, nous a apporté énormément d'eau. Mais l'Yvette est passée un petit peu avant notre pointe de crue. J'ai reperdu la souris. Voilà, cette courbe-là. Et il se trouve que la pointe de crue, notre pointe de crue, elle correspond à cette situation-là, c'est-à-dire le croisement de la crue de l'Yvette qui pourtant était passée, était derrière nous. L'orge à hauteur d'Arpajon, là c'est une mesure que l'on a à hauteur d'Arpajon. Donc où là, donc en provenance du secteur Rémarde, Orge, Amont, donc là où il y avait beaucoup d'eau, donc la pointe de crue de ce secteur-là. Et puis, oui, les autres courbes sont. Donc en fait, on s'aperçoit que si les concomitances avaient été légèrement différentes, c'est-à-dire que si la Rémarde, par exemple, s'était calée sur la crue de l'Yvette, ben on aurait eu une crue bien plus importante. Bon, c'est les dynamiques du bassin versant qu'il nous faut étudier, et je le mettrai dans les points d'amélioration, parce qu'on a une très mauvaise connaissance de la succession des courbes et des ondes de crue de l'amont vers l'aval, et nous n'avons pas de modèle en temps réel. Alors, ceci dit, je pense que ce sera toujours difficile de le mettre en place, compte tenu des cinétiques très très rapides que l'on a sur le bassin versant. Alors, quelques photos pour illustration. Voilà l'Orge, par exemple, à Lompont-sur-Orge, il y a la basilique de Lompont que certains connaissent. Donc voilà, le lit majeur est inondé, mais souvent ça s'arrête en limite des habitations. C'est l'intérêt du secteur aval de l'Orge, où il y a quand même de grandes zones de lit majeur tout à fait préservées qui peuvent être inondées. D'autres images qui peuvent être un peu caractéristiques. À gauche, c'est un regard d'eau pluviale qui refoule. Donc il y a un certain nombre d'endroits d'habitation en bas de vallée, donc proche du lit majeur, qui ont été inondés, non pas directement par les débordements de l'Orge, mais par le refoulement des réseaux d'eau pluviale qui sont connectés à l'Orge. Donc c'est une mise en charge du réseau d'eau pluviale à cause des niveaux de l'Orge, et ça refoule dans les rues, donc indirectement. La photo de droite est aussi démonstrative parce que c'est un parking vide. Alors on voit quelques voitures, mais normalement là il y a 200 voitures. Donc on est heureux de ce résultat parce que nous avons un système d'alerte riverain qui s'appelle Vigie Orge que l'on avait déclenché et nous avions été par précaution aussi prévenir le gardien de l'immeuble. Là il y a plusieurs tours de 14 étages et ça a bien marché puisque l'ensemble des personnes ont évacué leur véhicule avant la crue. Et les quelques véhicules qui restent là, c'est des gens qui n'ont pas pu être prévenus. Donc ça, globalement, ça a très très bien marché. Une photo de la confluence à la Seine avec la Seine, parce que nous sommes très impactés. Nous pourrions être très impactés par les niveaux de la Seine, puisque l'Orge s'écoule dans la Seine. Donc la Seine fait frein hydraulique si ça s'élève. Donc on voit l'Orge qui vient par le pont en face, et la Seine qui est transversale derrière. Alors nous avons un cas particulier sur l'Orge, nous avons la situation de la Morte-Rivière. La Morte-Rivière, donc c'est anciennement un bras de décharge, donc qui quitte l'Orge, continue vers Ratismont-Juvisy ici, dans ce secteur-là. Et la Morte-Rivière est un canal béton qui traverse Viry-Châtillon et qui se déverse également en Seine. En fait, c'est un bras de décharge, mais c'est le bras qui permet de faire circuler le maximum de débit, puisque les 40 mètres cubes, grosso modo, passent par cette Morte-Rivière. Côté Orge, Juvisy, Athis-Mons, c'est quelques mètres cubes secondes. Donc c'est pas
tout à fait significatif par rapport à la Morte-Rivière. Alors la Morte-Rivière, vous voyez une photo vide, donc avec, vous voyez un parapet au milieu de la ville, la voici pleine, on la voit à droite. Ici, voilà, la rivière, on est presque en plein bord là. Donc ça veut dire que s'il y avait eu un peu plus d'eau, la ville de Viry-Châtillon est inondée parce que ça aurait fait un effet vague, le niveau du terrain naturel de Viry-Châtillon étant en dessous du niveau du parapet de la Morte-Rivière. Alors on voit des big bags, pourquoi? Parce que c'est une zone, nous avons des digues qui sont classées, hein, l'arrêté préfectoral a été pris, le suivi se fait sur ces digues, et nous avions un linéaire là, de 150 mètres qui avait été jugé fragile, et sur lequel on doit engager des travaux dès 2017. Et donc nous avions mis dans nos procédures une intervention d'urgence en cas de mise en charge du parapet, en protégeant, en soutenant ce parapet par des big bags de sable tout le long. Donc on voit sur la photo de gauche la mise en place de ces big bags pendant la crue. Donc ça a été fait le 2 au matin, c'est-à-dire au moment où la mise en charge était au maximum. Un mot sur les systèmes d'assainissement, parce que nous, autant je vous disais, la crue en termes d'inondation et de dégâts chez les riverains a été assez modérée, autant en matière d'assainissement, ça a été quand même une difficulté de gestion assez majeure pour nous. Donc un exemple, ça c'est, nous avons quelques stations dites anti-crues qui permettent de refouler en rivière pour éviter que les réseaux débordent en ville. Donc là, c'en est une, avec un débordement par le pompage et aussi par des débordements de la bâche. Vous voyez un petit peu l'état des choses. Et ça, c'est un schéma qui permet de montrer en violet les réseaux d'assainissement. Et nous avons donc le réseau principal qui passe par ici et qui siphonne, qui passe dans un réseau qui fait siphon sous la Seine pour aller, nos eaux usées étant épurées à Valenton via le poste de relèvement de Crosne par le SIAP. Et il se trouve que quand la Seine est à une certaine hauteur, les eaux usées ne peuvent plus circuler dans ce réseau gravitairement. Donc on sectionne le tuyau d'eau usée ici et on met en marche notre complexe de pompage pour rejeter les eaux directement en Seine puisqu'elles ne peuvent plus s'écouler vers Valenton. Et si on ne le faisait pas, la Seine remonterait par les réseaux d'assainissement dans la ville. Donc c'est notre point de fragilité. Il a fonctionné en continu pendant 15 jours, parce que nous avons eu des eaux usées bien au-delà, des excès d'eau usée bien au-delà de la crue. Et s'il y avait eu des coupures d'électricité, par exemple, il y a eu quelques immeubles qui ont eu des coupures, et je pense qu'on était proche des coupures d'électricité. Si on avait eu des coupures d'électricité sur ce complexe-là, ben, nous aurions inondé Athis-Mons avec des eaux usées de 800 000 habitants, c'est-à-dire à peu près, à ce moment-là, on pompait 5 mètres cubes seconde. En temps normal, on pompe entre 1 mètre cube seconde et 2 mètres cubes seconde. Donc c'est des choses, on en a parlé en préfecture, à l'agence de l'eau en retour d'expérience, c'est des choses qui sont mal connues, que les acteurs n'avaient pas en tête. Le Sequana, par exemple, qui a été fait, l'exercice qui a été fait quelques mois avant, n'avait pas conscience de ces phénomènes-là. Donc là, ça a démontré que le problème existait, qu'on était en limite de difficultés majeures, et qu'il y a quand même par ce point de passage obligé, 800 000 habitants, c'est-à-dire toute la vallée de l'Orge plus la vallée de l'Yvette. Donc c'est un énorme secteur. Voilà, alors les outils utilisés pendant la gestion, c'est nos procédures internes que l'on a mis en place depuis bien longtemps maintenant, une vingtaine d'années, qui ont bien fonctionné. C'est l'ensemble de nos systèmes de mesure. Donc comme l'Adrieux, nous avons nous aussi un système de mesure que l'on a développé. En plus de celui de l'Adrieux, nous avons une trentaine par exemple de points de mesure de hauteur d'eau. Ce qui fait que nous, on n'a pas, pour répondre à la question de M. Juvanon tout à l'heure, on n'a pas trop de soucis de vulnérabilité quand il y a une panne de mesure, parce que comme on a un réseau relativement fourni, si on n'a pas une mesure à un endroit, on a une mesure en amont et en aval, pas trop loin. Nous avons ce système Vigiorge, qui est un système d'alerte automatisé aux riverains par téléphone. Nous l'avons déclenché donc, plusieurs fois par jour, du 30 mai au 6 juin, et ça ne touchait que malheureusement 7 communes. Je vous expliquerai après dans les améliorations. Et puis nous avons aussi communiqué classiquement par les sites, les réseaux sociaux, et on s'est aperçu, ça c'est un enseignement, que notre site web était moins consulté que Facebook et Twitter, et qu'on a dû alimenter plus fréquemment ou répondre plus fréquemment aux réponses dans Facebook et Twitter qu'au travers de notre site.
Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte dans le futur. Les relations donc, ont été permanentes pendant la crise avec la préfecture, les communes et les syndicats. Alors, pas toujours bien organisées, plutôt de manière spontanée. Avec la préfecture, c'était plus organisé, plus régulier. Avec les communes et les syndicats, c'était plus en fonction des besoins. Et puis une anecdote, mais que je vous signale, on a pris des photos et des vidéos par drone. Nous avions en fait retenu cet enseignement de la crue de 2001 que nous avions vécu et nous avions regretté à l'époque de ne pas avoir commandé un survol par hélicoptère parce que c'est toujours important d'avoir les traces. Alors on a bien quelques laisses de crue ici ou là, mais un survol c'est plus parlant. Et nous avions retenu cet enseignement et mis ça dans nos procédures. Donc on ne parlait plus d'hélicoptères aujourd'hui, on a pu trouver des drones assez facilement et pour pas trop cher, donc on a pu avoir des vues aériennes. La photo de Lompont tout à l'heure que vous avez vue, c'était une photo par drone. Alors, les enseignements, où on va maintenant, alors ils sont nombreux, hein, même si on a pu éviter le pire, on a besoin de s'améliorer. Donc tout au début, je vous ai dit qu'il est indispensable que l'on connaisse mieux les dynamiques hydrauliques du bassin versant, comment les ondes de crue circulent, comment les concomitances se font, quelles sont les occurrences réelles, comment on peut essayer de prévoir en temps réel ou en presque temps réel. Voilà. Ça, c'est un point d'amélioration essentiel à faire aussi avec nos collègues syndicats de l'amont. Hein. Nous avons, de manière tout à fait classique, comme aussi il a été dit tout à l'heure, besoin de recaler quelques sondes, d'en déplacer, d'en rajouter, de sécuriser quelques armoires électriques. On a eu très très peu de pannes, mais il y a bien quelques armoires électriques qui sont fragiles au niveau des inondations, donc il faut modifier. Nous avons besoin d'améliorer certains fonctionnements de bassins de retenue. Alors, il se trouve que la plupart des bassins de retenue ont été saturés assez rapidement, avant la pointe de crue. Donc, du coup, ils étaient transparents et n'ont pas joué de rôle pendant la pointe de crue. On a un seul bassin qui a bien tenu le coup, entre guillemets, jusqu'au bout, c'est le bassin de Trévois. Donc, c'est notre plus gros bassin qui a pu réduire un peu l'impact de la crue tout au long de l'événement. Mais certains peuvent être améliorés sur le plan de leur remplissage et de leur vidange et de leur gestion en général. Et bien sûr, il faut que la crue de l'Orge puisse s'étaler plus et mieux sur tous les lits majeurs. Et vous savez bien que dans ce secteur, c'est très urbanisé. En amont, il y a aussi de l'agriculture qui est empiétée un peu sur les berges, etc. Donc il y a quand même il faut marteler, on le dit depuis longtemps, mais il faut continuer à marteler que les zones inondables sont là pour être inondées et il faut faire tout pour les préserver. En matière de coordination avec les acteurs, donc nous, en termes de coordination interne, on a bien une cellule de crise, mais on a besoin de s'organiser. Ça, je pense que chacun peut dire ça, c'est-à-dire qu'on avait chaque personne qui intervenait là où il voyait l'urgence et là, donc on avait besoin, je pense qu'on a besoin d'une meilleure coordination, par exemple, ne serait-ce que faire un point tous ensemble toutes les 2 heures. Là, ça se faisait de manière plus informelle, chacun intervenait là où il pouvait. Avec les acteurs, on a parlé là d'une connaissance hydraulique, des études hydrauliques, etc. Mais en premier lieu, il est important que l'on connecte nos systèmes de télégestion, de supervision, entre syndicats pour avoir une vision directe sans passer par le coup de téléphone, l'explication orale, etc. Donc ça, c'est un projet que l'on a entre nous. Et puis, pour le grand public, il faut absolument développer le système Vigiorge qui a fait ses preuves, qui marche bien et qui touche que cette commune. Alors pourquoi cette commune? Nous avons environ 20 communes en fond de vallée qui pourraient être équipées de Vigiorge, dont les habitants pourraient être équipés de Vigiorge. En fait, nous avons comme politique de passer par la commune et par le maire. C'est-à-dire qu'on ne développe pas le système Vigiorge auprès des habitants tant que le maire n'a pas donné son feu vert et qu'on n'a pas validé avec lui une liste d'habitants, un zonage, etc. Bon, c'est la politique du syndicat, on est au service des communes. Et il se trouve qu'avant la crue, beaucoup de maires étaient moyennement motivés. Certains disaient, oula, il ne faut peut-être pas trop effrayer les gens, alerter, est-ce que c'est le bon discours au bon moment? Si on fait ça, il faut faire ça pour d'autres risques. Bon. Donc il y avait des freins en termes de communication, des freins en termes d'image, des freins en termes d'organisation. Donc ça pourrait se débloquer, mais là encore, du coup, on a une expérience tout à fait récente, c'est-à-dire qu'au mois de juin et au mois de juillet, nous avons été sollicités pour développer ce système Vigiorge. Des maires voulaient aller très vite pour que l'on puisse changer nos bases de données.
Nous avons commencé à les recontacter, à avoir un interlocuteur dans la mairie, à faire des listes. Et finalement, on est au mois de novembre et puis le soufflet est retombé. Et il y a des endroits où, malgré la pression du mois de juin, on sent qu'il n'y a plus de volonté d'avancer sur ce sujet. Donc on n'a pas encore décidé ça avec nos élus, mais je pense qu'on va passer outre les maires, considérant les conséquences et les enjeux. On va contacter directement le public et on va dire inscrivez-vous à ce système, il vous le protégera directement. Et on n'a pas besoin d'une organisation plus grande. En matière d'assainissement, et je crois que j'en ai fini, donc là, toutes les stations de relevage, on a une trentaine de stations de relevage, il faut qu'on les sécurise parce qu'on a bien vu qu'on n'a pas eu de panne, donc sur ce plan-là, on est content, mais on voit bien qu'on était limite à beaucoup d'endroits et que s'il y avait eu quelques décimètres de plus, on aurait eu des soucis majeurs. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. On a besoin de mailler les réseaux parce qu'on a des réseaux souvent qui sont uniques. Donc s'il y a un problème quelque part, on ne peut pas délester ailleurs, ça va dans le milieu naturel. Et on a besoin de communiquer avec le grand public, ça aussi on en a très peu parlé, pour réduire les consommations d'eau. Parce qu'en fait personne ne sait qu'il y a des problèmes d'assainissement en général. Y compris dans les acteurs, et je crois qu'il faut le dire et le redire, et que si pendant l'épisode on demande aux gens via différents outils, notre Georges ou d'autres outils, de réduire la consommation d'eau, ça pourra aider et peut-être réduire les inondations par l'assainissement que nous avons eu en aval.